Et en fait, je dirais que mon ambition, elle a vraiment pris naissance quand j'avais 17 ans. Mais à ce moment-là, il faut vraiment se dire que moi, mon père, il m'a toujours dit une phrase: tu peux faire tout ce que tu veux. Tu veux être cuisinier, si tu veux être jardinier, si tu veux être banquier, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sois le meilleur dans ce que tu fais. Le judo, c'est pas le foot. Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de sports, notamment aussi l'athlétisme. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je savais que certes, je pouvais avoir des objectifs sportifs, mais j'avais aussi mes objectifs scolaires et il fallait que j'aille au bout de mon ambition, parce qu'à ce moment-là j'étais aussi à Paris-Dauphine, mais il fallait que j'aille au bout de mon ambition si je voulais vraiment que le judo n'ait pas été d'ailleurs un frein sur le plan scolaire, mais je savais que je pouvais atteindre mon objectif en travaillant dur et en étant patient. Et ça, pourquoi ? Parce que justement, même avant d'avoir cette médaille nationale au judo, la première année, quand j'ai intégré le centre régional d'Île-de-France, j'ai été le seul du groupe à pas me qualifier au championnat de France. Et l'année suivante, j'ai été vice-champion de France. Moi, tu me parles pas d'âge. Qui fait des bonnes études. Des longues études et tout. Il n'y a pas beaucoup. Ouais. Désolé pour le retard, T'es good. Vas-y. On a réglé. Vous voulez le rendu en même temps que de faire un podcast, ça te perturbe ou pas? Ah, ça peut être bien. Bonne d'éteindre question. peut-être un... Parce que moi, je sais que ça perturbe les gens, ils regardent la télé et tout. Ouais, ça Ah, peut être bien j'avoue, d'éteindre. j'avoue, Vaut mieux éteindre. éteindre, je pense. J'avoue. Ouais, vaut mieux éteindre. Non, J'avoue, c'est vrai, j'ai. Faut pas qu'on sorte du cadre et tout. Ouais, on reste bien comme ça, on bouge pas. Ok, bah ça règle les gars, bon tournage. Très merci. Ça va, vous êtes à l'aise? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Je vais prendre un peu d'eau avant de commencer. T'as Et- quelqu'un en résidence? Non, moi c'est bon, merci. Je t'ai contacté. En vrai, pas besoin de fermer la porte. Fermer le tir. Ouais, non, pas besoin parce que. J'ai juste copié le numéro. Ouais, mon téléphone il est éteint. Alors moi, je suis obligé de le laisser un peu allumé parce que, Ouais. en gros, il y a une commande qui va arriver. Mais j'espère que c'est sur silencieux. Au pire des cas, c'est pas. C'est pas dramatique. Hein? Quoi? Ah, ok, parfait, merci. On l'a eu plein de fois ça. Ouais, parce que. Vas-y, parfait. Merci. Carré. Attends, du coup, on a dit, ouais, vous présentez votre parcours, etc. C'est toi qui nous dis, hein, nous Ouais. après on enchaîne. Quand vous parlez, n'hésite pas à Bien rapprocher le. Bien. tout. Ok. Et juste tenir, en fait, ça c'est juste pour que ce soit plus esthétique. Ouais. En gros, juste bouger ça, tu vois. Mhm. Tenez là et en gros, bouger comme as. Ok. Tu Ok. vois, pour que ça soit bien droit, le plus esthétique possible, tu vois. Voilà, on n'a pas le Ouais. temps large, mais en gros, voilà. Vas-y. Ok, peut-être ton verre d'eau. Ouais, enfin. Au pire. On va rester après. Interview. En plus, ça, on sort de période d'entretien, des candidats. Ah, donc là, vous êtes prêts, là, ça y est. Donc, voilà, elle est drôle cette situation. Et attends, ok. Moi, je vais mettre en silencieux. Hein. Ouais, moi, j'aurais juste répondre à un appel. Mais ils ont dit, c'est pas grave, c'est bon. Ah, pour la commande? Ouais, à distance, là, je connais. Hein. Là, faut que j'ai des financements pour l'association, là. Pour l'association? Ouais, là, je fais que de mettre mes fonds à l'intérieur. là. Laquelle Les mindsetters, ouais. Elle consiste en quoi Nous, en gros, là, on forme les jeunes à des ateliers sur apprendre à apprendre, l'intelligence artificielle, financement des études, éducation financière. C'est vraiment pour les faire monter en puissance. Tu vois. Mhm. C'est vraiment leur donner les clés pour réussir scolairement et professionnellement. informations. Exactement. Ok. Je connais. Faut que les jeunes des quartiers réussissent aussi. Je t'airdrop tout ça après. T'as dit quoi? Je t'airdrop Vas-y. On a tous des iPhones, là, c'est ça? Ouais, on est tous prêts, là. Vas-y. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'émission. Ah ouais? Mais pourtant, tu sors régulièrement. Ouais, des parce trucs qu'en fait, et j'ai tout fait en avance. tout. Ok. Pour qu'avant que j'aille aux États-Unis, ce soit après. Là, il y a Ah encore ouais, des épisodes que j'ai pas carrément. publiés. Là, il y en a encore Donc 2-3 là, que j'ai pas depuis publiés. les États-Unis, t'as pas refait de. Il y en a encore 2-3 là encore. Ah ouais? Et tu les sors tous les combien généralement? Là, j'avoue, c'est pas organisé là. Ah ouais? Normalement, c'était 2 par mois, mais Ouais, là. tu fais beaucoup de trucs aussi. Ouais, mais là, je vais ressortir là. Mm. Ah là 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 là. Mais ouais. Thibaut, ça rêve? Là, faut que je me. Je sais pas- Attends, là, faut que je lance l'émission et tout. Ah mon gars, est-ce que t'as le script là? Il y a jamais de script, mon gars. La trottinette à l'extérieur, elle arrive pas. Vous allez dans l'escalier. Ouais, voilà.
Jamais de script, je connais. Je sais pas les sujets en tête, mais ça. Même moi, en vrai, allume ton téléphone. Non, parce t'inquiète, que- t'inquiète, en vrai, ça va, j'ai le truc en tête. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et en vrai, pour notre présentation, tu voudrais qu'on aille vraiment en profond. Enfin, Non, en gros, je vais Dans vous les dire, c'était grandes quoi lignes. votre ambition quand vous avez 16 ans et vous Ouais. faites quoi aujourd'hui. Et après, tu vois, bah, je vais rebondir sur ça, tu vois. Faut qu'on soit impactant et. Non, tranquille, tranquille. pertinent. Ouais, notre ambition. Ouais, ok. Discussion. Non, en vrai, comme une discussion, tu vois. Ok, En vrai, comme on vient de faire là, en vrai, c'est bon. Tu vois. Ok. ok. Tu vois, vraiment que les gens, ils disent, c'est comme si c'était dans une discussion avec nous, tu vois. Ouais, c'est Nous, naturel. on fait comme d'habitude, on répond à l'un après l'autre. Ouais, après. Premier l'un après premier l'autre, j'aime bien quand on fait ça. En fait, ouais, On voit on peut l'habitude. faire ça. On en a fait une. On peut faire ça et après, bah, si par exemple on est en train de raconter un truc, on a envie de rebondir dessus Ouais, et non, tout. bien sûr. Vas-y. Donc c'est- Je sais pas si on doit commencer ou pas là. Ouais, de toute façon, il nous a dit là, c'est vrai. Ah, c'est bon. Là, c'est Vas-y. vrai. Là, ça a déjà été filmé. On va dire enfin, c'est une enregistré et heure. tout. Vas-y, ok. Ok. Attends, bah, tu nous dis. Vas-y. Ok. Bah, bienvenue dans ce nouvel épisode de Me Parle Pas d'âge. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux gros invités, des grands sportifs, des intellectuels, des étudiants. Bon, ils vont plus nous en dire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Bah, Patrice et Nicolas, c'était quoi votre ambition à 16 ans? Alors moi, pour être honnête, à 16 ans, j'avais pas d'ambition vraiment claire. On m'avait toujours dit de voilà, viser l'excellence dans tout ce que je faisais, notamment à l'école, pour pouvoir avoir le plus grand nombre d'opportunités plus tard. Donc voilà, je faisais en sorte d'avoir des bonnes notes. J'étais aussi un petit peu sportif, mais pas au niveau auquel je suis actuellement. Et en fait, je dirais que mon ambition, elle a vraiment pris naissance quand j'avais 17 ans. Ouais. Donc en fait, ça faisait plusieurs années que j'étais intéressé par l'athlétisme, mais j'ai commencé assez tard, c'était à 17 ans. Et tout de suite, j'avais vu que j'avais quelques aptitudes physiques et que je pouvais faire des choses intéressantes. J'ai pu le voir. Voilà. C'est vrai, parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'athlétisme, on était dans le même club. C'était en 2014, C'est ça. si je dis pas de bêtises. Et du coup, tout de suite, c'est devenu à la fois une passion, mais aussi une ambition, dans le sens où je voulais atteindre le plus haut niveau sportif. Donc voilà, forcément, en athlétisme, c'est les Jeux Olympiques. Et c'est de là un petit peu que tout mon parcours s'est articulé autour du sport et des études. Donc bon, on aura l'occasion d'en revenir, de revenir sur ça un peu plus tard, mais voilà un petit peu dans quelle situation j'étais quand j'avais 16 ans. Alors moi je dirais que c'était un peu plus défini. En fait quand j'avais 16 ans, j'étais déjà au sein du pôle sport d'Île-de-France Ok. de judo. Donc j'avais déjà rejoint un CREPS, j'étais déjà dans une structure de sportif de haut niveau. Mais à ce moment-là, il faut vraiment se dire que moi, mon père, il m'a toujours dit une phrase, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux être cuisinier, si tu veux être cuisinier, si tu veux être jardinier, si tu veux être banquier, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sois le meilleur dans ce que tu fais. Et finalement, quand j'avais 16 ans, bah moi, mon objectif, c'était vraiment d'arriver à l'endroit où les sportifs de haut niveau et les judokas, moi je suis judoka de haut niveau, étaient les meilleurs en France, c'était d'intégrer l'INSEP. J'avais déjà, donc à 16 ans, j'avais déjà eu une médaille nationale, donc je savais que je pouvais faire certaines choses dans le monde sportif, mais je voulais être aussi bon dans les études. Donc voilà, à ce moment-là, je me disais, d'accord, il faut que tu sois vraiment bon pour pouvoir intégrer l'INSEP, donc l'Institut national du sport, de l'expertise de la performance. Mais vu que tu as aussi des ambitions scolaires, moi je voulais intégrer une école de commerce. C'était vraiment pour moi, je voyais les séries à la télé aux États-Unis, Harvard, MIT, je me disais c'est un truc de fou ces campus-là. Donc ouais, c'était intégrer l'INSEP et aussi intégrer une école de commerce, une grande école de commerce. Intéressant. Et un point intéressant dans vos deux parcours, c'est que toi, t'expliquais que tu as vu que tu avais des aptitudes, donc ça t'a confirmé et donné de l'ambition. Et toi, t'expliquais que comme tu avais déjà eu une médaille nationale, en fait, ça t'a confirmé le fait que tu pouvais réussir dans ce domaine-là. Et là, vous êtes dans quelle école et qu'est-ce qui vous a poussé à aussi exceller dans les études? Donc là, tous les deux... Actuellement, on est tous les deux à HEC Paris. On a d'ailleurs fait notre admission ensemble. Et l'année dernière, on avait pas mal de cours ensemble. Ça, c'était plutôt cool. Et finalement, oui, je dirais qu'en fait, les aptitudes qu'on a pu constater chez nous, ça nous a poussé à aller un peu plus loin. Et surtout, ça permet aussi de faire vivre, de donner réalité à certaines ambitions. C'est-à-dire que quand on est jeune, on regarde un petit peu ce qui se fait à la télé, on voit les grands athlètes, les grands sportifs, mais on ne s'imagine pas forcément qu'on est capable d'arriver à ce niveau-là.
Donc, bon, après, moi, il faut savoir qu'avant l'athlète, je faisais déjà du foot. Ouais. Et j'étais un petit peu connu pour courir vite. Ouais. Et en effet, bah, le fait de voir qu'en commençant l'athlétisme, j'avais des résultats assez rapides, là, je me suis dit qu'en effet, il y avait quelque chose de sérieux à exploiter. Et c'est de là que je me suis dit, bon, faut y mettre de la rigueur, il faut y mettre du travail. Parce que finalement, on aura beau avoir du talent sans travail, ça suffit pas pour atteindre certains niveaux. Donc, je sais pas si tu... Alors, moi, peut-être pour un peu plus mettre l'accent sur le côté scolaire, bon, le judo, c'est pas le foot. Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de sports, notamment aussi l'athlétisme. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je savais que, certes, je pouvais avoir des objectifs sportifs, mais j'avais aussi mes objectifs scolaires et il fallait que j'aille au bout de mon ambition. Parce qu'à ce moment-là, j'étais aussi à Paris-Dauphine. Mais il fallait que j'aille au bout de mon ambition si je voulais vraiment que le judo n'ait pas été d'ailleurs un frein sur le côté, n'ait pas été un frein sur le plan scolaire, mais aussi parce que malheureusement, c'est pas le judo qui allait mettre du pain et de l'eau dans mon assiette quand j'allais avoir 40 ans. Mais c'est vrai que est-ce qu'on a forcément besoin d'intégrer HEC pour pour pouvoir vivre tranquillement? Pas forcément. Mais non, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, tu veux rentrer dans une grande école de commerce, tu sens que tu as les capacités pour. J'avais pas eu tout le temps des bonnes notes au lycée. C'était très compliqué de gérer les deux, d'avoir des bonnes notes, de réussir à avoir des bons résultats sportifs. Pareil. J'ai pu en témoigner un petit peu parce qu'en fait, on a évolué ensemble dans le parcours talent de Dauphine. Et c'est vrai que, en fait, on avait des profils qui étaient assez similaires, mais on avait des forces différentes. Ou en tout cas, des engagements assez différents. C'est-à-dire que quand on s'est connus à Dauphine, moi, j'étais un peu plus impliqué dans les cours et lui était un peu plus impliqué dans le sport. Donc finalement, on se challengeait aussi, on se motivait mutuellement. Et c'est vrai qu'au niveau des cours, au départ, ça a été assez compliqué pour Nico. Mais bon, après, je reviendrai sur la partie scolaire, je n'en ai pas parlé, mais je te laisse. Mais c'est ça, donc oui, très compliqué parce que pour tout sportif, mes entraînements sont vraiment fatigants, les stages, les compétitions, les régimes. Pour le judo, 6 kilos à perdre en une semaine, et c'est assez régulier, donc ça a un impact vraiment sur la santé mentale, sur la santé physique, et même sur la tension que tu peux avoir en cours. Mais je savais que je pouvais atteindre mon objectif en travaillant dur et en étant patient. Et ça, pourquoi ? Parce que justement, même avant d'avoir cette médaille nationale au judo, la première année, quand j'ai intégré le centre régional d'Île-de-France, le pôle espoir, c'est dans le jargon du judo, on dit le pôle espoir d'Île-de-France, j'ai été le seul du groupe à ne pas me qualifier au championnat de France. Et l'année suivante, j'ai été vice-champion de France. Donc je savais qu'en étant patient et en travaillant dur, je pourrais atteindre mon objectif d'intégrer HEC, même si à cet instant-là, je n'avais pas forcément des bonnes notes. Donc là, c'est-à-dire le sport t'a inspiré dans tes études. Exactement. Le sport m'a montré que j'avais des capacités qui me permettraient d'arriver à atteindre mes objectifs scolaires sur le long terme. Et d'ailleurs, même les études m'ont permis de voir que je pouvais avoir des capacités sur le plan sportif. Parce que j'avais peut-être des capacités analytiques, je pouvais voir les choses avec un point de vue un peu différent parce que j'avais été dans plusieurs environnements, à l'international, donc toutes ces petites choses-là, et même à Dauphine, les études, elles sont assez exigeantes, et finalement, cet esprit structuré que ça nous donnait, ça me permettait aussi d'être beaucoup plus structuré dans le judo. C'est intéressant. Et pour rebondir un petit peu sur la partie scolaire, en fait, moi, contrairement à Nico, j'avais pas l'ambition de rejoindre une grande école de commerce, en tout cas quand j'étais plus jeune. En fait, je voulais surtout avoir des bonnes notes à l'école pour m'assurer un avenir. Et comme le judo en athlétisme, même si tu es brillant, tu n'as pas forcément envie de ton sport. Tu vois. Donc, en fait, j'avais ce dilemme-là. Je m'étais dit, est-ce que je me consacre totalement à mon sport pour me donner toutes les chances de réussir ou est-ce que j'essaie de combiner un petit peu le sport et les études? Et finalement, je n'ai pas trop eu le choix parce que mes parents, forcément, ils ont donné leur avis. Et en fait, comme j'avais vu que c'était assez compliqué de combiner le sport et les études en France, j'ai d'abord commencé par un sport-études aux États-Unis. Donc, mon objectif, c'était vraiment de décrocher une bourse. Donc, j'ai commencé l'athlé en terminale et je m'étais dit que en espace d'un an, je vais atteindre un niveau national. Comme ça, l'année d'après, je décroche ma bourse pour aller étudier aux États-Unis.
Et quand je racontais cette histoire à mon entourage, bah, forcément, on me prenait pour un fou. On s'est dit, mais ok, tu as fait du foot, tu cours vite, Non, c'est mais impossible. c'est pas en un an que tu vas réussir à atteindre un niveau national. Et finalement, ça l'a fait en 4 mois. Donc, je crois que pendant la période hivernale, Elle me rappelle. je me suis retrouvé en finale du championnat de France En junior descente, c'est ça sur 60 mètres, en hiver. Ouais. Et du coup, voilà, tout de suite, on a vu qu'il y avait quelque chose de Ouais. sérieux. Et même moi, ça m'a encouragé à vraiment persévérer là-dedans. L'année d'après, bah, je fais aussi mes premières médailles au championnat de France. Donc, j'en ai fait sur 200 mètres, 4 fois 100 mètres et 4 fois 200. Après, je décroche ma bourse pour étudier aux États-Unis, c'est ça. Et finalement, là-bas, bah, voilà, on était traités comme les athlètes dans les universités américaines. C'est-à-dire que j'avais un emploi du temps aménagé dans lequel j'avais mes entraînements en musculation le matin. Ouais. J'avais mes cours peut-être en fin de matinée. Et l'après-midi, on passait sur la piste pour les entraînements où on va courir. Et finalement, bah, ça a été une expérience très enrichissante. Mais je pense que j'étais pas assez préparé d'un point de vue physique et psychologique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé en L'athlète, terminale très tard, ouais. et j'étais pas assez aguerri. C'est-à-dire que je suis passé de à peu près un peu moins de 10 heures d'entraînement par semaine à environ 15 heures finalement. Donc, voilà. Donc, et surtout, je connaissais pas tout ce qui était compléments alimentaires et autres pour aider à la récupération. Donc forcément, aux États-Unis, je me suis blessé assez rapidement. Ouais. Et du coup, voilà, comme ma bourse était calculée en fonction de mes performances, j'ai dû retourner en France. Et là, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne aux États-Unis? Est-ce que j'essaie de rejoindre un programme en France? Et là, du coup, j'avais vu qu'il y avait un programme à Paris-Dauphine, le programme Dauphine Talent, qui regroupe des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau et des artistes. Donc voilà, j'ai intégré ce programme-là et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Nico. Et du coup, vraiment, quand j'ai intégré Dauphine, c'est là que mes projets professionnels ont aussi commencé à se construire et je m'impliquais de plus en plus dans mes études, en fait. Tu vois, donc au départ, c'était vraiment... J'étais dans les études vraiment pour sécuriser, tu vois, un certain background. Mais à partir de Dauphine, c'est devenu vraiment une... Et en fait, j'ai une question pour vous deux par rapport à ce que tu viens de dire. En gros, de ce que je vois de ton histoire, en fait, tu avais des performances de sportif de haut niveau très vite, mais tu n'étais pas en sportif de haut niveau parce qu'on ne t'a pas préparé à être en sportif de haut niveau. Savoir comment gérer physiquement, et ça c'est une question pour vous deux, c'est comment gérer physiquement, compléments alimentaires, le repos, prévention des blessures. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que tu avais le talent pour être rivalisé avec les sportifs de haut niveau, mais finalement en France, tu avais des entraînements d'amateurs, si on peut résumer, quoi. Et ça, ouais, exactement. Et ça justement, c'est quelque chose qu'il a mis en valeur. Et c'est vraiment quelque chose qu'en fait, que ce soit dans le sport, mais aussi même dans les études, il ne faut vraiment pas sous-estimer le travail de long terme. C'est que finalement, ce qui lui a permis, enfin, il l'a montré tout à l'heure, ce qui lui a permis aussi, on a vu qu'il avait des capacités athlétiques, puisqu'il venait du foot, qu'il avait déjà construit une certaine base, et c'est ce qui lui a permis aussi d'exploser rapidement. Mais en fait, c'est pas, peut-être qu'il y a des personnes qui vont mal interpréter ce qu'il a dit en se disant « Oh, ok, d'accord, c'est un génie, il a directement réussi dans l'athlétisme direct. » Non, il avait construit une base physique sur de très long terme au foot, qui lui a permis après d'exploser. Et en fait, finalement, comme il l'a montré quand il est allé aux États-Unis, un sportif de haut niveau, on le devient avec le temps. Ça prend du temps. C'est pareil pour les études, finalement. Des fois, on voit quand on arrive peut-être, voilà, on vient de banlieue. Moi, je viens de Melun, par exemple. On arrive à Paris. Au départ, on voit un gap entre les capacités scolaires des uns, la culture générale des autres. Et on se dit, c'est pas possible. Mais en fait, c'est des choses qu'ils ont construites sur le long terme. Et pareil, en tant que sportif de haut niveau, moi, par exemple, je suis pas devenu un sportif de haut niveau dès la première année où j'ai intégré le centre régional sportif. C'est parce que la première année, j'ai travaillé dur. La seconde année, la troisième année, donc mon corps s'est adapté à cette intensité de travail, à la charge de travail. Et finalement, quand je suis arrivé à l'INSEP, je m'entraînais 15 à 20 heures par semaine avec une intensité bien plus élevée. Mais mon corps, il était déjà prêt parce que ça faisait 5-6 ans qu'en fait, il s'entraînait toute l'année comme ça. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, en fait, vous avez bien résumé la situation. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est pas parce qu'on fait des performances de niveau national, de haut niveau, qu'on est vraiment sportif de haut niveau. C'est-à-dire que, j'ai eu des résultats assez rapidement, mais
Finalement, je m'entraînais peut-être 4 fois par semaine. C'était des entraînements de 2 heures. Et sur le côté, je n'avais pas forcément tous les compléments en termes de soins avec la kinésithérapie, l'ostéopathie, la nutrition, le sommeil, etc. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil, on va dire. Ouais. Et finalement, c'est avec le temps. Bon, là, j'ai fait 10 années d'athlétisme. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ces 4 dernières années que j'ai commencé à avoir une pratique de haut niveau. C'est-à-dire que là, j'avais des semaines dans lesquelles j'avais environ 20 heures d'entraînement. C'était beaucoup de musculation, beaucoup de pistes. Et aussi, en termes de complémentation, forcément, avant, j'en prenais pas du tout. Ouais, j'en avais pas du tout. Donc voilà, ça a vraiment changé. Et parfois, je me dis que je me demande ce que ça aurait donné si j'avais eu toutes ces pratiques-là plus tôt. Ouais. Mais quelque part, je me dis, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et bien sûr, le fait d'avoir aussi été dans un double projet, ça fait qu'on n'est pas vraiment concentré sur tous les aspects de notre pratique sportive. Et des trucs comme ça, par exemple, quelqu'un qui ne fait que de l'athlé, enfin que du sport, forcément, avec les discussions, avec le coach, le staff, vraiment les recherches qu'il va faire sur Internet, tout son intérêt pour le sport va vraiment se matérialiser et tous ces réflexes-là, on va dire, ils seront acquis plus tôt, je dirais. Et moi, j'ai une question pour vous deux. Donc là, vous avez intégré, vous êtes étudiant à HEC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la meilleure école de commerce de France. Et je crois top 3 mondial ou un truc comme ça, d'Europe du coup. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, je vais abandonner le sport pour me consacrer à mon admission à HEC? Voilà, je pense que ça, je suis bien placé pour répondre. Ouais. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, Ouais. moi, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai dû faire un focus et j'ai dû pendant un moment couper le judo, justement. Et pour remettre le contexte, quand j'étais à l'INSEP et quand j'ai fait médaille de bronze au championnat de France, sur ce podium, donc j'avais 18-19 ans. Ouais. Et à cet âge-là, j'étais le seul qui faisait encore des études sur le podium des championnats de France junior. Donc ça veut dire qu'à 19 ans, tout le monde avait déjà fait son choix. Je faisais en plus des études et j'étais quand même à Dauphine, qui est quand même une université prestigieuse. Et j'étais le seul sur ce podium à encore faire des études. Et en fait, j'insiste vraiment dessus pour montrer à quel point les choix se font tôt, selon les athlètes, et aussi à quel point ce double parcours peut avoir un impact sur la performance sur le long terme. C'est vraiment pour remettre en valeur le fait que, justement, aux États-Unis, même au Japon pour les judokas, un double parcours bien aménagé dans une configuration même où les athlètes, les student athlètes ont tout cet environnement qui est adapté pour eux, ça peut avoir des gros changements parce que finalement, on voit qu'à 18-19 ans en France, pour le judo en tout cas, plus personne ne fait d'études pour arriver au meilleur niveau national. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, attends, tu as déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de mal à valider à Dauphine. Tu as déjà énormément de mal à valider. Et en plus, tu n'es pas champion de France. Ça veut dire que j'étais pas HEC, j'étais numéro 1 ni d'un côté, ni de l'autre. Et en fait, beaucoup de gens pouvaient me dire à ce moment-là, t'es déjà quand même à Dauphine, et en plus, t'es déjà à l'INSEP, et parmi le top 3 français de ta catégorie. Mais sauf que quand on aspire à plus, j'avais toujours cette phrase de mon père qui me disait, il faut que tu sois au moins soit le meilleur dans l'un, soit le meilleur dans l'autre. Il faut que tu sois le meilleur quelque part. Ouais. Et justement, à ce moment-là, j'ai pris une décision assez compliquée. J'ai fait un focus sur le plan scolaire pour pouvoir rentrer à HEC, surtout que à ce moment-là, zéro information. Pour être honnête, déjà, quand j'ai candidaté à Dauphine, au départ, je pensais que c'était une école qui me permettrait de conjuguer le sport et les études. Ah, c'est pas le cas, du coup. En fait, si, mais c'est que je savais pas que Dauphine, c'était une bonne université. En fait, c'est au cours d'une conversation, dans une voiture... D'accord, je savais pas ce que c'était. Et en gros, donc j'ai fait un focus sur les études justement pour pouvoir intégrer HEC. Et c'est quand, justement, une année avant d'intégrer HEC que j'ai pu reprendre mon parcours en tant que sportif de haut niveau. Mais oui, j'ai dû faire ce focus-là. Et je dirais que de mon côté aussi, j'ai dû faire des choix assez difficiles, notamment quand j'ai quitté Dauphine. Parce qu'en fait, j'ai fait la licence avec Nico dans le parcours talent. Et en fait, ce parcours talent-là, il divise tes 2 années de licence en 3 années. Tu vois. Mais une fois que tu rentres en L3, tu rejoins le programme avec tous les étudiants. Voilà, le programme classique.
Et là, j'avais choisi une spécialisation en gestion de patrimoine. Donc, j'ai commencé en L3 et je suis passé en master 1. Ouais. Et maintenant, le master, il fallait le faire en alternance. Ouais. Et forcément, quand tu regardes l'alternance, les cours, le sport, Impossible. c'est juste impossible. Ouais. En tout cas, tu ne peux pas performer dans tous ces domaines-là à la fois. Et Nicolas l'a très bien dit. Déjà que le sport et les études, quand tu t'impliques vraiment dans les deux domaines, c'est assez compliqué d'exceller dans un des deux, en tout cas d'être le numéro 1 dans un des deux. Si en plus on rajoute le côté professionnel, c'était pas possible pour moi. Donc en fait, j'ai décidé de quitter Dauphine et ça a été un choix très, très compliqué à faire. Et je me rappelle, un jour on s'était posé chez un ami, Nicolas était là aussi, on a parlé jusqu'à 4h du matin. C'était vraiment un dilemme pour moi parce que finalement je m'étais dit, ok, je suis dans une bonne université, je suis dans un programme sélectif, mais si je le quitte, j'ai aucune garantie déjà que mon projet olympique va aboutir et j'ai pas de garantie non plus que je réussirai à réintégrer une école derrière. Ouais. Et il faut savoir que quand j'ai quitté le master à Dauphine, j'avais pas encore le projet d'intégrer HEC. Okay. Donc en fait, d'un point de vue scolaire, c'était le flou total. Je m'étais juste dit, ok, il y a mon projet des JO que j'ai envie de faire pour 2024. Ouais. Là, on était en 2021. Mais d'un point de vue scolaire, c'était très flou. Donc finalement, je prends cette décision-là. Et là, en fait, lui, Nicolas, ça faisait des années qu'il voulait intégrer une grande école, notamment HEC. Et comme on a évolué ensemble, forcément, on s'est aussi transmis des idées, transmis des motivations. Et quand je voyais à quel point il était impliqué pour cette admission à HEC, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une opportunité pour moi aussi. Et en fait, lui m'a beaucoup poussé à faire cette admission-là. C'est-à-dire que moi, de base, vraiment, je m'étais dit, je me concentre uniquement sur les JO et l'école, on verra après. Ouais. Vraiment, parce qu'en fait, comme il a dit, c'est difficile d'exceller dans les deux. Et moi, je ne voulais pas avoir de regrets en me disant, OK, pendant tant d'années, j'ai essayé de combiner les deux, mais je n'ai jamais pu voir ce que c'était d'être à fond dans un truc. Donc moi, c'était mon plan de base. Et lui, il m'a dit, non, vraiment, fais les admissions et tout. Enfin, tu sais pas ce qui peut se passer. Je suis sûr que ça pourrait vraiment t'apporter beaucoup de choses dans ta vie. J'ai suivi son conseil. Et franchement, je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas parce qu'on a fait les préparations ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, pour te dire à quel point j'étais un peu déconnecté, c'est qu'en fait, lui, il a été pris dans les 3 parisiennes, donc HEC, ESSEC, USCP. Ouais. Il a été admis dans les 3. Et je me rappelle qu'avant notre entretien pour HEC, on a fait une préparation intensive organisée par, je crois que c'était Objectif Business School. Ouais. En gros, sur un week-end, ils rassemblaient des étudiants qui préparaient les admissions. Et voilà, on faisait des oraux blancs. C'était vraiment une préparation intense. Et du coup, on s'est rendus tous les deux à cette préparation. Et forcément, on échangeait un petit peu avec les gens autour de nous. Et concrètement, moi, on me demandait, mais là, tu as quelle candidature en cours? Qu'est-ce que tu prépares, en fait? Tu vois? Ouais. Et je leur ai dit, du coup, là, je prépare un entretien pour HEC, comme Nico. Et ils ont dit, mais OK, mais à côté de ça, t'as quoi d'autre? Est-ce que t'as des plans backups? À quelle autre école tu t'as postulé? T'es dans quel process? Et je leur ai dit, je suis que dans le process HEC. Et ils m'ont dit, mais pas de plan B. Ils m'ont dit, mais t'es un malade. Parce que finalement, si t'es pas prêt à HEC, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est tout ça pour expliquer que vraiment, c'est Nico qui m'a poussé dans ce projet-là. Et moi, je voulais vraiment pas perdre trop d'énergie dans ces admissions-là. Donc, vraiment, je me suis dit, c'est HEC ou rien. Et si j'ai pas HEC, on verra plus tard, on essaiera autre chose. Et voilà, donc, attends, juste pour terminer, en fait, tu as posé une question par rapport au fait de vouloir privilégier un domaine par rapport à l'autre. Et moi, je dirais qu'il y a eu un avant et après HEC. Ouais. C'est-à-dire que une fois qu'on avait intégré HEC, je pense que naturellement, on est rentré dans un environnement où on était entouré de personnes ambitieuses qui avaient des projets d'envergure, qui avaient des backgrounds de fou. Et forcément, toi, ça donne aussi envie de faire des choses. Et quelque part, tu te dis, OK, cet aspect sportif, ce projet sportif, tu n'es pas sûr qu'il va aboutir. Et même s'il aboutit, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas en tirer. Ouais. Alors qu'à côté, tu es HEC et tu sais que si tu te concentres sur ta carrière professionnelle, quoi qu'il arrive, tu vas briller d'une certaine manière. Ouais. Donc là, franchement, tu es attiré par le côté professionnel, etc. Et du coup, je pense que c'est assez dur de rester concentré sur ces projets, ces projets perso,
quand tu es dans un tel environnement, même si bien sûr, bah, ça nous donne aussi un mindset, un vrai mindset entrepreneurial et aussi professionnel. On crée du réseau, on a plein d'opportunités. Donc bien sûr, l'école a beaucoup à offrir, mais c'est vrai que si tu as un projet de base qui est perso et qui n'est pas lié au côté scolaire, ça peut, voilà, c'est alléchant et du coup, ça peut te faire remettre en question tes projets, on va dire. Moi, de ce côté-là, vraiment, pour pouvoir rebondir sur ce qu'il a dit avant, c'est vrai que c'est vraiment un truc de fou à quel point le fait qu'on ait été un duo sur tout de Paris-Dauphine jusqu'à HEC, ça nous a vraiment permis d'atteindre nos objectifs. Puisque finalement, Paris-Dauphine, il m'a beaucoup aidé sur le plan scolaire. Moi, j'étais plus concentré sur le plan sportif. Et finalement, à un moment, les rôles se sont inversés. Parce qu'en gros, quand lui, il a quitté Dauphine, moi, j'étais à ce moment-là, j'étais concentré sur les études, concentré sur mes admissions à HEC. Sauf que j'étais en alternance, à Accenture, j'étais en master à Dauphine, j'étais dans une situation confortable. C'était futur cadre dynamique qui allait avoir un bon consultant et ce que je critique pas du tout. Mais finalement, petit à petit, mes vrais objectifs qui étaient même mes candidatures et le sport, j'étais en train de les oublier. Et petit à petit, je commençais à avoir ce dilemme et j'avais vu Patrice, justement, l'année d'avant, tout quitter pour reprendre son objectif. Et moi, je voyais que je sentais, en fait, sur toute cette année de Master 1, j'ai senti que j'avais un gros dilemme. C'est que je sentais que je n'étais pas à ma place dans cette classe et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et justement, toute l'année, je me souviens le nombre de discussions qu'on a eues. Je disais, mais qu'est-ce que tu penses si je te prenais une année de césure ? À ce moment-là, je ne savais pas d'où ça venait exactement. Et on a eu beaucoup de discussions. Qu'est-ce qu'à ton avis, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que je devrais faire une année de césure l'année prochaine ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Et en fait, justement, cette émulation qu'on a eue, nous deux, en fait, d'avoir deux, d'être à deux, de se motiver à chaque fois quand il y en avait un qui était peut-être un peu perdu, ça nous a permis d'en arriver là. Et finalement, l'année suivante, pareil, j'ai suivi un petit peu ses traces. J'ai quitté en fait à la fin de mon alternance, donc en juillet, j'avais normalement un contrat de 2 ans. Je suis arrivé, je suis allé voir mon manager et je lui ai dit écoute, je pars. je pars. Pareil pour les responsables du master, je leur ai demandé excusez-moi, est-ce que je peux faire une césure ? Non, d'accord, écoutez, je pars. Et j'avais plus ma place à Dauphine. Et pendant une année, je me suis concentré, j'ai repris le sport de haut niveau. Mais j'étais pas un sportif de niveau, mais j'ai repris le sport en compétition puisque j'avais perdu ce statut-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, être un sportif de niveau, ça s'improvise pas. Ça prend du temps, c'est des sacrifices et c'est un style de vie. Et je me suis concentré pleinement sur mes concours. Donc j'étais au chômage, j'étais en année sabbatique et je me suis concentré sur le sport et sur les études. Juste, je voudrais rajouter une dernière chose. Finalement, il a dit que il avait quitté son alternance. Moi, j'ai quitté un petit peu mon master gestion de patrimoine à Dauphine. Et ce qui est parfois aussi difficile, c'est les réactions qu'on peut avoir des différentes personnes qui nous accompagnent, avec lesquelles on travaille et tout. Et j'ai l'impression que finalement, l'expérience a été assez différente entre lui et moi. Parce que moi, par exemple, quand j'ai intégré le parcours gestion de patrimoine à Dauphine, j'avais parlé de mon projet sportif et je m'entraînais toujours. Je voyais que au début, il trouvait ça intéressant. Il s'était dit, oui, c'est atypique, on a un sportif dans le programme. Mais à un moment donné, ils se sont dit, bon, c'est bien beau, tu t'entraînes, tu fais des compétitions. Mais à un moment donné, il faut que tu sois en cours tous les jours. Il faut que tu sois là aux examens, il faut que tu aies une entreprise, etc. Et du coup, quand je leur ai parlé du fait que je voulais vraiment m'impliquer dans ce projet sportif et que je voulais avoir, par exemple, un aménagement d'emploi du temps ou réaménager ce programme d'alternance pour le transformer en programme initial et faire une césure, un stage, quelque chose, finalement, ils se sont dit, ton projet, on ne sait même pas s'il tient la route, les JO, où est-ce que tu en es, c'est quoi ton niveau. Et finalement, ils n'étaient pas très enthousiasmés par le projet. Et finalement, j'ai dû prendre une décision en me disant, ok, vous croyez pas au projet, je quitte le programme. Et clairement, c'était un petit peu la surprise, parce qu'on se dit, mais attends, le gars, il est dans une bonne école, il a un bon programme, il a des chances de faire des trucs intéressants. Et pour, entre guillemets, un caprice,
tu quittes cette opportunité-là Mm. pour un projet dont tu ne connais pas les résultats. Et du coup, bah, voilà, j'ai pris ma décision. Et quelques années après, bon, je pense que ça a été un peu pareil pour lui. Là, on poste notre news sur LinkedIn, voilà, en disant on a intégré HEC, ça fait plusieurs années qu'on combine le sport et les études. Et là, forcément, les gens qui ne croyaient pas en notre projet, ils se sont dit, mais en fait, ces deux gars, c'est des malades, c'est des malades. Mais en vrai, ils ont cru en leur projet. Mm. Alors, bien sûr, on aurait pu faire des choses. Il y a des choses qu'on n'a pas faites, notamment d'un point de vue sportif. J'aurais bien aimé être champion de France élite, faire des médailles, faire des JO, parce que finalement, j'ai pas eu cette qualification. Mais je pense quand même qu'on peut être content du parcours. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir suivi la voie qu'on a empruntée finalement. Et justement, dans vos parcours, j'ai l'impression que ça demande quand même beaucoup de confiance en soi, parce que finalement, vous êtes un peu des pionniers. C'est-à-dire, moi, je connais pas de gens qui ont fait HEC, pas en tout cas cette voie-là, parce que des fois, il y a des gens qui vont faire des diplômes exécutifs, master, etc. Mais je connais pas de sportifs de haut niveau qui ont fait le parcours grande école d'HEC. Donc, vous n'avez pas forcément des exemples Bien de sûr. sportifs qui ont fait ça. Donc, est-ce que vous avez vraiment confiance en vos capacités? Et si oui, ça vient d'où cette confiance? Bah, en fait, je pense qu'on avait un minimum confiance en nos capacités au vu des résultats qu'on avait pu avoir. Mais c'est vrai que parfois, on naviguait un petit peu. Enfin, tu vois, on n'était pas sûr de là où on allait atterrir. Ouais. Et comme tu dis, c'est assez challengeant de ne pas avoir eu d'exemples avant nous qui ont eu de tels parcours. Donc, bien sûr, on avait des conseils de notre entourage, notamment la famille, les amis et autres. Mais finalement, personne ne pouvait vraiment nous guider dans ce projet-là parce qu'il y avait des gens qui avaient excellé dans les études, des personnes qui avaient excellé dans le sport, mais des gens qui avaient fait les deux à un niveau assez élevé. Dans notre entourage, il n'y en avait pas, en tout cas moi personnellement. Donc ça a été assez dur, mais comment dire, on a cru en nous, on s'est donné les moyens et surtout on s'est dit, faut pas avoir de regrets. C'est-à-dire que quand on regarde le côté académique, professionnel, on aura vraiment, on a toute notre vie finalement pour rattraper le temps perdu. Mais quand on regarde le côté sportif, ça se joue sur une tranche d'âge. Donc finalement, si tu te donnes pas les moyens d'aller jusqu'au bout dans ce projet-là, il y a de quoi avoir pas mal de regrets par la suite. Ouais. Donc voilà, c'est surtout ça. Moi, pour vraiment répondre sur le sujet de la confiance, parce que c'était un point assez important. Justement, comme je le disais, au moment où j'ai intégré le centre régional sportif d'Île-de-France, la première année, j'étais le plus nul du groupe. Vraiment, je tiens à le dire, j'ai été le seul. Mais vraiment, faut le dire, c'est qu'on est dans un environnement où ton statut social se définit par ta performance sportive. Tes notes, on s'en fiche. Ton apparence, on s'en fiche. Ce que tu es, on s'en fiche. La seule chose qui compte, ce sont tes performances. Donc, j'étais vraiment le seul qui n'avait pas pu se qualifier au championnat de France. Et donc, vraiment, c'est pour dire que cette confiance, je pense que elle s'acquiert au fil du temps. Premièrement, passer du pire judoka au deuxième meilleur au niveau dans ta catégorie d'âge, de poids et sur le plan national. Là, tu construis déjà une base de confiance. Tu te dis, en fait, je suis capable. Je suis capable de faire ça. Et pareil pour Patrice. À mon avis, même sans parler du côté sportif, qui, déjà passer du foot à l'athlé, à être dans les meilleurs nationaux en l'espace de quelques mois, c'est déjà incroyable. Mais se dire, d'accord, je veux partir aux États-Unis, c'est pas un projet Enfin, ça s'est pas réalisé comme ça, il en a pas parlé, mais il en a bavé. Il a dû faire un nombre. Il a dû faire un nombre. Il a dû faire des. Enfin bon, il le racontera mieux que moi, mais c'est déjà réussir ce projet, même d'y aller avec toutes les barrières à l'entrée. Ça te permet de gagner en confiance en toi. Donc tu gagnes en confiance, tu acquiers de la confiance petit à petit. Et je pense que pour pouvoir réaliser ce que personne n'avait fait, c'est-à-dire d'obtenir un emploi du temps aménagé et d'être un student athlète à HEC Paris, il a fallu vraiment qu'on gagne de la confiance en nous sur déjà ce que l'on était, une confiance en nous sur nos résultats sportifs et aussi sur le plan scolaire. Il fallait que l'on sache qu'on rentrait dans le programme Grande École, le plus prestigieux, en sachant que l'on avait les compétences scolaires, les compétences sportives pour demander ce que l'on voulait demander. Donc je pense que ça s'acquiert vraiment au fil du temps. Et moi justement, là où à Paris-Dauphine, le côté scolaire était peut-être un peu moins bon, justement c'est en
travaillant dessus par la suite. Il y a un concours qu'on doit passer justement pour pouvoir réaliser les concours d'admission parallèles qui s'appelle le Taj Mahal, avoir un bon score dessus. Enfin, c'est vraiment cette confiance, elle s'acquiert en franchissant, en réalisant des objectifs petit à petit. C'est vraiment étape par étape. Et c'est pour ça que je parlais justement tout à l'heure de ce temps. Enfin, on n'arrive pas au plus haut niveau, on n'atteint pas certains objectifs en quelques mois. C'est vraiment étape par étape, marche par marche, arriver à se construire. Et c'est pareil pour la confiance, je pense. Ouais, j'aimerais ajouter une petite chose. En fait, tu as dit un truc super intéressant par rapport au fait que quand tu es dans un environnement, finalement, ton statut social dépend de tes résultats dans cet environnement-là, notamment les performances dans le monde sportif. Et finalement, ta question sur la confiance en soi, moi je dirais que vraiment la confiance en soi, elle peut être très fluctuante au fil du temps. Et il y a des périodes où elle est très sensible. Par exemple, nous deux, on a dû faire des choix pour lesquels on s'est concentré vraiment sur un des deux domaines. Et en fait, pour moi, c'est à ces moments-là que en fait, la confiance en soi, elle devient très sensible. Parce que finalement, quand on est très bon dans deux domaines, on est un petit peu dans une zone de confort. C'est-à-dire que voilà, quand on est quand on est dans un environnement académique, on se différencie des autres parce qu'on est aussi sportif de haut niveau. Et quand on est dans un environnement sportif, on se différencie des autres parce qu'on fait des études d'un certain niveau. Ouais. Donc finalement, c'est un petit peu se cacher, ça dépend de la mentalité que tu as par rapport à ça, mais il faut faire attention à ne pas rentrer dans une zone de confort en se disant, voilà, j'ai un truc de plus que les autres, donc je sais que voilà, je suis bon, j'ai pas à m'en faire, etc. Et les moments où on s'est finalement concentré sur un des deux domaines, moi par exemple, le moment où je me suis vraiment concentré sur l'athlé, j'avais pas toujours les résultats que je voulais. Ouais. Et à ce moment-là, franchement, ça peut être difficile parce que tu te dis, mais si tu enlèves le côté académique, tu te places seulement en tant que sportif, est-ce que finalement tu es si bon que ça ? Et parfois, on fait l'erreur de se dire, ok, je me suis concentré uniquement sur l'athlé, j'ai pas eu ce que je voulais, ça veut dire que finalement, mon potentiel n'était pas si élevé que ça. Alors que non, des fois, c'est juste qu'il faut un petit peu de temps pour avoir des résultats. C'est pas parce que du jour au lendemain, tu quittes les études pour le sport que tes résultats, tu vas les avoir tout de suite. Donc, voilà. Ouais, en fait, ça veut dire il y a une forte incertitude dans vos parcours. Parce que déjà, il y a les blessures qui peuvent venir en compte. Sûr. Et en plus, ça dépend des performances des autres. Parce que ça veut dire peut-être il y a une pépite qui va sortir, etc. Donc, c'est vrai que c'est dur à gérer. Et moi, j'avais une question aussi pour vous. C'était qu'est-ce que le sport vous a apporté dans vos études ? Et ensuite, peut-être, toi, parler de ton expérience de comment tu as justement financé ton départ aux États-Unis. Et toi aussi, comment s'est passé physiquement et mentalement le retour au niveau sportif. Ok. Tu veux commencer ou Alors, qu'est-ce que le sport m'a apporté dans les études ? Des fois, c'est assez marrant parce que justement, même aujourd'hui, je me repose des fois cette question. Ouais. Parce que finalement, c'est vraiment difficile à identifier. Puisque à certains moments donnés, on va se dire, bon bah d'accord, j'ai mes résultats sportifs. En fait, c'est difficile d'arriver à identifier les compétences ou les soft skills que le sport nous a permis de développer. Je dirais, franchement, déjà cette capacité de travail. En fait, quand tu fais du sport de haut niveau, quand tu dois t'entraîner dur, ça te dérange pas ça te dérange pas de travailler dur. Tu peux vraiment te mettre dans des situations très inconfortables. Ta capacité à gérer le stress, je vais au championnat de France, on est devant des centaines de personnes. Pour ceux qui vont sur les championnats du monde, c'est devant des milliers. Tu peux te prendre des tollés, en judo, tu peux te faire balayer, tu peux tomber dans les pommes si tu te prends un étranglement. Je ne vais pas stresser pour un examen de microéconomie. Ça peut être déjà une gestion du stress, une gestion de l'effort, une grosse capacité de travail. Je dois répéter 1000 fois, 2000 fois, ou des fois des milliers de fois pendant la même séance, un même mouvement, ou des centaines de fois et des dizaines de milliers de fois sur plusieurs années le même mouvement. C'est pas répéter quelques exercices qui va me faire peur. Donc je dirais qu'il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment ces deux points-là qui pour moi m'ont vraiment, et la résilience bien sûr, la capacité de faire face à l'échec. Dans le sport justement, Patrice il a dit très bien, tu peux facilement tomber, tu peux facilement passer d'un statut
plutôt élevé et retomber dans les moins bons de ta catégorie rapidement. Donc, tu dois faire face à l'échec régulièrement, à la remise en question. Donc, ouais, c'est vraiment ces 3 trucs, la remise en question, capacité à gérer l'effort et gérer le stress. Et donc, pour pouvoir répondre, la reprise de la compétition et pour pouvoir redevenir un sportif de haut niveau, c'était très compliqué. Pourquoi ? Parce que, justement, comme on le disait tout à l'heure, en fait, rien que déjà la compétition de manière intensive à un niveau national, même sans parler de ce statut de sportif de haut niveau, ça a une implication qui demande énormément de temps. Et je ne me rendais pas compte d'à quel point le fait d'être passé justement sur ce travail de plusieurs années, comment mon corps avait été forgé à l'effort. Et quand j'ai voulu reprendre rapidement à m'entraîner 10, 15, 20 heures par semaine, bah, mon corps, il a lâché. En fait, les tendons, les muscles, ils s'habituent à l'effort. Et moi, c'était sur plusieurs années. J'avais commencé par m'entraîner, même avant de rentrer au centre régional, je m'entraînais déjà 6 fois par semaine, mais à une intensité plus réduite. Ensuite, j'ai intégré le centre régional. Et donc là, j'ai augmenté l'intensité d'année en année. Et donc, mon corps, il a eu le temps de s'habituer à ça. Quand je suis revenu, je me suis blessé direct. Au bout de 2-3 mois, je me suis blessé direct. Donc déjà, faire face à la blessure. Et en plus, tu reprends, tu as des ambitions, tu te blesses directement. Donc ça, déjà, très compliqué. Grosse blessure, déchirure des ischios, tu reprends, tu as quitté Dauphine, tu as quitté un travail stable, tu reprends ton projet, tu es plein d'ambition, tu te blesses. Donc déjà ça compliqué. Donc déjà, c'était le corps. Bah déjà, quelles sont les difficultés ? Le corps qui ne tient pas. Mentalement, de se dire, mais pourquoi tu fais ça ? Enfin, des fois, tu te dis, mais... Pourquoi tu étais... Ouais, c'est ça. Enfin, tu avais réussi à... Voilà, tu étais encore une fois dans un bon travail, une bonne université, président d'association, plein de choses. Enfin, tu avais récupéré, justement, je parlais de ce statut, puisqu'on est, on est quand même dans une société, donc c'est quand même important. Finalement, tu avais eu un statut, même sans le sport. Pourquoi tu vas refaire tout ça alors que... Et finalement, c'est mental, c'est physique. Et après, tu comprends encore une fois pourquoi est-ce que tu as fait ça, parce que c'est tes ambitions, c'est tes objectifs. Donc, mental, physique, et bien sûr, je dirais que c'est une question aussi de discipline. C'est très très difficile de se réimposer, de devoir perdre du poids. Enfin, je reparle du judo, mais c'est très difficile de devoir se réimposer de perdre du poids, de devoir aller à l'entraînement le soir. Ça, en fait, c'est vraiment montrer que la différence entre un athlète et un sportif de haut niveau, elle est vraiment abyssale. C'est que, justement, quand on prend vraiment quelqu'un qui est allé au JO, qui a été en équipe de France, et justement, même la différence entre un athlète de haut niveau et un athlète de très haut niveau, il y a encore même un gouffre de discipline qui est vraiment énorme. C'est que au moment où il fait froid, le moment où tu dois perdre ton poids, tu dois perdre 3,5 kilos. Enfin, on voit bien que les chiffres sont précis. Pour pouvoir, tu dois les perdre. Tu dois les perdre, il n'y a pas le choix. Donc, c'est vraiment... il faut se réhabituer. Le mental, en fait, c'est toute une question d'habitude. Ça prend du temps. Et quand tu veux revenir parce que tu as les souvenirs de ce que tu avais fait avant, et non, en fait, ça n'a pas pris 6 mois. Ça n'a pas pris 6 mois pour pouvoir réatteindre ce niveau-là. Non, ça a pris au moins 1 an et demi. En fait, moi, tu m'as posé 2 questions. La première, c'était par rapport aux bénéfices de la pratique sportive sur les études. Bon, Nicolas a déjà très bien répondu à la question, donc je ne vais pas revenir dessus. Et concernant le financement de mes études, notamment aux États-Unis, en fait, c'est vrai que ça a été assez challengeant. Et je pense que c'est une des périodes de ma vie dont je suis le plus fier, on va dire. En gros, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé l'athlé, je voulais tout de suite aller aux États-Unis. Donc, j'ai commencé aussi pour avoir une bourse et pouvoir aller aux States. Parce que voilà, la culture américaine, on la découvre à travers la musique, les films, les séries. Ça fait kiffer concrètement. Donc, tu te dis, voilà, tu as envie de vivre ce rêve américain. Donc, voilà, je comptais sur cette bourse. J'ai eu des résultats intéressants en athlé. Et finalement, la bourse qu'on m'a proposée, elle couvrait que 75% des frais de scolarité. Des frais de scolarité qui étaient à $40,000 l'année. Donc forcément, il y a plusieurs milliers de dollars à trouver. Et concrètement, mes parents n'avaient pas les moyens de payer ces frais de scolarité-là.
Donc là, j'étais devant un dilemme. Je m'étais dit, ok, est-ce que j'abandonne ce projet des États-Unis et j'essaye de me débrouiller pour évoluer en France, ou est-ce que je me donne à fond pour ces projets-là et je trouve un moyen de le financer? Alors forcément, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout du projet. Donc pendant un petit moment, j'ai arrêté les études et je suis parti travailler. Et j'ai pas mal de Et t'avais jobs. quel âge là? Là, j'avais 19 ans à l'époque. C'était entre ouais. 18 et 19 ans. Donc, je suis parti travailler. J'ai fait énormément de taf. J'ai travaillé en chambre froide. J'ai fait du déchargement de livraison, restauration rapide, supermarché. J'ai travaillé chez Decathlon. J'ai fait plein de trucs, même du ménage. Et pour te dire, en fait, tout ce par quoi je suis passé pour obtenir les fonds pour aller aux États-Unis pour mon projet, franchement, la satisfaction que j'ai eue à la fin, quand j'ai reçu mon visa pour aller aux États-Unis et que vraiment mes parents ont compris que j'étais sérieux dans mon projet, parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils n'avaient pas les moyens de le financer, mais en même temps, ils se disaient, mais dans quoi est-ce que tu t'embarques? De quoi est-ce que tu nous parles? Ouais. Nous, on est arrivé en France pour avoir un avenir, pour un avenir meilleur pour nos enfants. On veut que vous visiez la sécurité, les études, etc. Et toi, tu nous parles de faire de l'athlé, un sport qui ne paye pas énormément. Et en plus, voyager à l'autre bout du monde. En plus, c'était récent, en plus, l'athlé. Mais c'est ça. En plus, je venais de commencer je l'athlé. viens de Mais ils se sont dit, mais il veut quoi, ce petit? Va à l'école, tu vois. Et du coup, quand ils ont vu que j'étais vraiment sérieux, là, ils se sont dit, ah ok, on va peut-être le soutenir. On va le soutenir. Et là, ils ont commencé à, eux aussi, réunir des petits moyens, un petit quelque chose finalement à me donner pour que je puisse partir. Donc, même si c'était pas grand-chose, ils se sont quand même impliqués parce qu'ils ont vu que j'étais motivé. Et j'aimerais raconter une petite anecdote par rapport à un travail que j'avais pris durant cette période-là. Et d'ailleurs, j'en parlais récemment avec Nico. Il faut savoir que moi, j'étais tellement motivé que j'étais prêt à prendre n'importe quoi. Mais bien entendu, rien d'inégal. Et un jour, je reçois une proposition de travail pour être chez Auchan. C'était Auchan, mais par contre, c'était les horaires de nuit. C'était de 4h du matin à 11h du matin. Et tu vois, à 4h du matin, il n'y a pas de transport en commun. Tu vois, et à cette époque, je n'avais pas le permis, je n'étais pas véhiculé. Donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais prendre le taf et je vais y aller en trottinette. Je me suis dit, mais attends, il faut savoir que c'était au moins 30 minutes de trottinette. Donc 30 minutes de trottinette quand tu bombardes, tu vois. Donc si tu commences à 4h, forcément, à 3h, 3h30, tu quittes chez toi, tu es en trottinette, tu arrives au travail, tu es déjà fatigué. C'est clair. Et en vrai, mes parents, ils sont opposés à cette décision, à ce que je fasse ce travail. Et je leur ai dit, je suis désolé, mais je vais y aller quand même. Donc le premier jour, je me lève, motivé, je vais prendre ma douche, je me prépare. Et là, tempête dehors. Quand je te dis une grosse tempête dehors. Et moi, j'étais avec ma trottinette. Et à l'époque, c'était pas les trottinettes électriques. Voilà, donc je patinais, le sol, il était glissant. Je suis arrivé au travail, mais les gens... Les gens, ils se sont dit, mais d'où est-ce que tu sors? Tu viens d'où, là? Et moi, j'étais prêt, j'étais motivé à travailler. J'étais motivé. Et franchement, à cette période-là, après, aujourd'hui, j'ai toujours la même détermination pour mes projets. Mais j'avais le sentiment que je pouvais vraiment soulever des montagnes. Vraiment, j'étais capable de tout. J'étais trop motivé pour mon projet. Donc, tu me disais, va à tel endroit, fais tel travail. Franchement, je l'aurais fait. Tu vois. Donc voilà un petit peu comment j'ai financé ce projet pour les États-Unis. Et finalement, même si je ne suis pas allé jusqu'au bout, ça m'a ouvert beaucoup de portes par la suite. Déjà, j'ai pu intégrer Paris-Dauphine, sachant qu'en fait, quand j'ai eu mon bac en 2015, j'avais postulé à Dauphine. Donc en fait, j'étais partagé entre le fait d'aller aux États-Unis et aller à Dauphine. Et Dauphine m'a refusé parce que selon eux, je n'avais pas le niveau. Donc finalement, quelque part, cette expérience que j'ai eue aux États-Unis et aussi tous les petits jobs que j'avais fait entre-temps ont permis d'appuyer mon dossier pour intégrer Dauphine. Et forcément, en fait, je me suis dit, OK, j'ai postulé une fois chez vous. Vous m'avez refusé. Donc là, quelques années plus tard, j'ai réussi à intégrer le programme. À ce moment-là, il fallait que je déchire tout, d'un point de vue académique.
Et du coup, j'étais tellement motivé. Enfin, je bossais à fond. Nicolas, il a vu. Et dès le premier semestre, j'ai pu faire major de ma promo. Ah, c'est bien. Bon, ça n'a pas duré toute l'année. Mais en tout cas, j'ai prouvé que je pouvais le Ouais, faire que au t'as moins le pour un niveau. semestre. Et ça, pour moi, ça a été une victoire inestimable. Et après, je me suis dit, bon, on passe à autre chose. Tu vois. Mais voilà un petit peu. Ah, ça, c'est un défaut. Et est-ce que vous avez conscience que c'est pas commun comme parcours? Oui, bah oui, je pense qu'on... Après, je dirais que c'est pas commun en France. Mais finalement, bon, après, on pourra peut-être aborder la question de C'est la bon sujet, culture du sport Ouais. en France et ailleurs. Mais pour avoir été aux États-Unis, j'ai Ouais. vraiment vu que le sport était vraiment partie intégrante de la culture. Que Ouais. bah, dès le très jeune âge, bah, les jeunes étaient très, très impliqués dans le sport. On leur faisait des séances de musculation, que ce soit au lycée, même enfin, à l'université. À tel point que bah, finalement, quand tu n'es pas impliqué dans le sport et que tu n'as pas de bourse étudiante, c'est très compliqué d'aller faire des études supérieures. Donc finalement, à un moment donné, à moins que tes parents aient de vrais moyens, tu te dis que tu es obligé de passer par la case sport. Voilà, donc vraiment, ils te motivent vraiment enfin, ils t'encouragent vraiment à être à fond dans une pratique sportive. Et bah, j'ai l'impression de ne pas avoir retrouvé ça en France. Et c'est aussi pour cette raison-là que j'ai voulu aller aux États-Unis. Et, ouais, et bah, forcément, en France, oui, je pense que c'est assez atypique, on va dire. Bah, justement, Nicolas, bah, tu vas pouvoir ouvrir le bal. La question, c'est est-ce que pour vous, la France, c'est une nation de sport? Donc, Teddy Riner, Florent Manodou et beaucoup de sportifs français disaient que la France, c'est un peu un pays qui a des talents, mais c'est pas une nation de sport, c'est pas une nation qui va vraiment encourager le sport de haut niveau. Donc, est-ce que vous partagez cet avis? Alors, je pense que dans cette question, surtout quand Teddy Riner et Florent Manodou, qui sont, bon, pour ceux qui ne les connaissent pas, d'immenses champions, Teddy Riner, bon, le record de médaille d'or olympique au judo et dans un sport individuel, je crois, si je ne me trompe pas, en tout cas au judo, c'est l'athlète le plus médaillé. En fait, c'est peut-être pas forcément même des fois sur le plan sportif ou de la performance en elle-même qu'ils parlent, mais je pense que c'est surtout sur la manière dont est perçu le sport de haut niveau. En gros, la différence entre la manière dont va être perçu le sport aux États-Unis, même sans parler des États-Unis, même en allant au Japon, quand tu vois par exemple les judokas au Japon, ou même à Londres, ou enfin peut-être dans les pays anglo-saxons, je les connais pas tous, c'est que en fait le sport n'est pas dévalué. Il est mis à une certaine place qui permet aussi d'accéder à des opportunités, et c'est surtout ce côté-là aussi qui va te permettre, en fait c'est cette vision-là qui va te permettre aussi d'atteindre d'autres projets. En gros, pour plus m'expliquer, pour être un peu plus concret, par exemple, moi quand j'étais quand je travaillais, que j'étais en alternance, dire que j'avais fait Dauphine, c'était très bien, ça me mettait sur un certain niveau, mais finalement la difficulté, mais par contre dire que j'avais été à l'INSEP, c'était c'est bien, t'as fait du sport. Enfin, c'est bien. Par exemple, c'est un hobby, quoi. Oui, voilà, c'est bien. C'était, par exemple, lorsque j'étais à mon centre régional sportif d'Île-de-France, donc au Pôle Espoir, dans un lycée pour sportifs de haut niveau, où il y avait des rugbyman, des footballeurs, quand j'étais en terminale, mon professeur principal, justement, j'avais des très mauvaises notes à ce moment-là, et il a dit, il faudrait peut-être que tu arrêtes ton loisir du mercredi. Sachant que j'avais été en équipe de France, que je m'entraînais tous les jours, et que je participais régulièrement au championnat de France. Donc voilà, et c'était cette perception du sport de haut niveau comme d'un passe-temps, même du sport de manière générale comme d'un passe-temps, et ça ne peut pas être quelque chose de plus. En fait, c'est ça vraiment où je pense que, pour moi aussi, j'aurais tendance à dire que malheureusement, la France n'est pas une nation de sport, pas parce qu'on n'a pas des performances, des athlètes qui vont réaliser des performances incroyables. Par exemple, au judo, cet été, c'était aux Jeux Olympiques, c'était des performances incroyables aussi, mais c'est la manière dont on va être perçu le sport de haut niveau. Et je pense que c'est vraiment là où la France n'est pas une nation de sport, parce que dans d'autres domaines que le domaine du sport, le sport de haut niveau ne sera pas valorisé à sa juste valeur, contrairement aux États-Unis ou dans des pays anglo-saxons, où en fait on valorise le sport de haut niveau et les performances des athlètes à leur juste valeur, et ça leur permettra d'accéder à d'autres établissements, d'autres organismes ou d'autres entreprises prestigieuses, parce qu'on sait que c'est quelque chose
qui est incroyable en fait. Et pour compléter son propos, bah, finalement, ta réponse a été très, très complète. Tu as bien expliqué la situation, je dirais. Bah, depuis qu'on a intégré HEC, en tout cas, moi, c'est la première fois que je me retrouve dans un environnement qui est aussi diversifié en termes de culture, d'origine. Parce que finalement, il y a des gens de partout, Ouais, de partout, ouais. d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et même d'Europe. Donc là, on est vraiment dans un environnement où tu as des internationaux, beaucoup d'internationaux. Et en fait, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que quand tu parles de ta pratique sportive dans un environnement comme celui-ci, les réactions ne sont pas les mêmes. Les réactions ne sont vraiment pas les mêmes. Et on voit qu'il y a vraiment un profond respect, voire même une admiration parfois vis-à-vis de la pratique sportive. Donc, vraiment, les étudiants, ils se mettent à notre place en nous disant, voilà, parfois, si pour des projets de groupe, bah, vous êtes très impliqués dans vos entraînements, nous, on peut compenser, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on peut t'aider. Vraiment, on veut vous supporter, etc. En fait, c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les établissements français. Tu vois. Donc, bah, pour avoir été... bon, après, c'est vrai qu'au lycée, pour ma part, je n'étais pas dans une optique de haut niveau. Mais en tout cas, pour avoir été en université en France, bah, j'ai l'impression que voilà, la considération n'est pas la même. Et comme il a dit, finalement, parfois, on a même l'impression que quand tu es sportif, bah, ça peut avoir une connotation ou voilà, une perception assez négative en se disant, bon, ok, ce mec, il a des muscles, il sait pousser des charges, il sait courir, etc. Mais est-ce qu'il en a dans la tête? Est-ce qu'il sait raisonner? Et parfois, bah, j'ai l'impression que c'est même inconscient dans le sens où bah, on a des stéréotypes qui sont ancrés dans notre esprit et c'est aussi du fait de la société. Et en plus de ça, on est aussi afro, tu vois. Donc finalement, quand tu regardes un afro sportif, bah, tu te dis, ok, il sait peut-être faire que ça. C'est ça. Tu vois. Après, bon, pour ne pas être trop négatif non plus, et voilà, citer quelques éléments positifs, ou en tout cas encourageants, on voit quand même que bah, y a un intérêt grandissant. Bien sûr, c'est pas assez significatif, pour nous en tout cas aujourd'hui, mais on voit par exemple que des établissements en France essayent voilà, de promouvoir un petit peu les doubles projets sportifs et étudiants dans les écoles, notamment les écoles de commerce. Donc, on commence à ouvrir des programmes. Cette année, on a été en contact avec un programme, une association déjà MSCS qui voilà, pour but de vraiment promouvoir les doubles projets sportifs et étudiants en France. Donc, voilà, ils nous accompagnent dans notre projet, ils nous financent même. Il y a aussi certains programmes comme White Talents qui ouvrent des classes finalement de sportifs au sein des écoles. Donc, même si pour l'instant, on voit que ça reste assez pas très significatif pour le moment, on voit quand même qu'il y a certains éléments encourageants. Et pour élargir un petit peu plus l'analyse, on va dire, si on parle aussi du sport business et de l'industrie du sport, on a vraiment le sentiment que ça commence à se développer. Quand on regarde l'entertainment autour du sport, les médias, les paris sportifs, aujourd'hui on regarde même des grands groupes financiers qui ouvrent des divisions qui sont vraiment axées sur le sport. Il y a même des fonds d'investissement qui sont créés, qui sont indexés sur l'industrie sportive. Donc on va peut-être pas aller en profondeur dans ces sujets-là, mais on voit quand même qu'il y a une évolution et voilà, c'est encourageant. Et en tout cas, nous, on est là aussi pour promouvoir ces projets-là et vraiment faire en sorte que les générations à venir qui ont du talent, et je pense qu'on a tous un talent dans quelque chose, ne se disent pas ok, je dois choisir entre ma vocation qui est assez atypique et les études. En se disant, je peux faire les deux. Et limite, ce double projet pourrait être valorisé dans un cadre professionnel et même scolaire. Voilà. Donc, Et pour conclure, je pense que vu votre parcours, on aura l'occasion de faire certainement d'autres épisodes pour parler d'autres sujets. Volontiers. Mais du coup, si là vous aviez un jeune, on va dire de 16-18 ans, qui a un peu des doutes entre suivre la voie classique que tout le monde lui dit et finalement
se battre pour ses ambitions, Mhm. quels seraient les mots que vous allez lui donner? Bah, forcément, je l'encouragerais. Je Ouais. l'encouragerais à suivre son projet, mais à ne pas délaisser les études et son développement intellectuel. Par contre, je l'avertirais aussi par rapport aux difficultés Mhm. et aux rebondissements qu'il pourrait rencontrer dans son parcours. Ouais. Parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, Mhm. finalement, c'est assez dur, c'est assez dur d'être excellent, d'atteindre un certain niveau dans 2 domaines différents. Ouais. Et surtout, il faut savoir que tu avanceras, enfin, tu progresseras plus lentement que d'autres dans ton domaine. Tu vois, enfin, dans Ouais, un je de sais tes 2 déjà. domaines. Ouais, Tu vois, par ouais. exemple, tu vas regarder le côté sportif, tu vas te dire, ok, je fais des études à côté, mais je suis en compétition avec des gens qui ne font Mhm. que ça. Donc forcément, tu vas progresser plus lentement, on va Mhm. dire. Bon, en tout cas, la plupart du temps. Que les autres qui font Mais que ça, par ouais. contre, tu sais que à côté, tu as un background que tu es vraiment en train de construire. Et une fois que tu auras terminé avec ta pratique sportive, Ouais. bah là, tu pourras penser à d'autres projets et tu auras de quoi Mhm. rebondir par la suite. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez dommage, c'est qu'il y a des sportifs très reconnus qui ont gagné des médailles, qui ont fait des choses extraordinaires dans le sport. Et finalement, bah, à un moment donné, quand leur carrière se termine, tu vois qu'ils ont, non seulement ils n'ont pas investi dans des Ouais, ouais, projets ouais. Parce que- qui pourraient leur apporter des revenus passifs. Et Mhm. en plus de ça, d'un point de vue professionnel, ils ont assez de difficultés à se reconvertir. Reconvertir. Voilà. Tu veux ajouter peut-être quelque chose? Bah déjà, tu as dit beaucoup de choses, mais je dirais que si je pouvais rajouter quelques petites choses, déjà pour réaffirmer ce que tu viens de dire, il va falloir être vraiment patient. Mm. En fait, la première chose, tu vas pouvoir réaliser tes ambitions. En tout cas, tu as tout pour. Maintenant, enfin presque tout pour et les choses sont en train de changer, donc travaille et vas-y, parce que de toute façon, faut pas avoir de regrets, il faut réaliser ses objectifs et tu peux le faire. Par contre, il va falloir être patient. Par contre, comme ce qu'a dit Patrice, bah, je lui vendrai pas que du rêve, parce que c'est un parcours compliqué, Mhm. où il va falloir faire face à beaucoup d'obstacles Ouais. et beaucoup de désillusions. Donc déjà, il faudra Mhm. être patient, comme ce que tu as dit, comme ce que Patrice a dit. Mhm. Il va falloir être patient, ça va être long. D'un autre côté, un autre conseil que je lui donnerais, c'est qu'il va falloir t'entourer, Mhm. parce que tout seul, tu pourras pas atteindre tes Oh, on l'a objectifs. vu. Ouais. C'est ça, que ce soit aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Des fois, peut-être, il va falloir faire des choses que tu n'aimes pas faire. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément trop se montrer, mais malheureusement, aujourd'hui, pour avoir des financements, et c'est le nerf de la guerre, surtout dans une carrière de sportif. Ouais. C'est ça. C'est clair. C'est clair. Ouais, C'est j'ai fait ça. des cadeaux, tu vois. Il faut se mettre en valeur, il faut bien s'entourer. Et donc, il faut être patient, bien s'entourer, résilient. Et enfin, je dirais que le dernier conseil, il va falloir savoir prioriser des fois. Ah, c'est Parce clair. qu'il va Faire des falloir choix. savoir toujours prioriser. Donc voilà, être patient, entoure-toi bien et surtout priorise bien tes objectifs selon les périodes. Mhm. Et j'aimerais rajouter une dernière chose. En fait, je dirais que bah, c'est vrai que nous, on a rencontré certaines difficultés parce que au moment où on s'est lancé dans les études supérieures et aussi dans le sport, il y avait assez peu d'opportunités qui étaient présentes en France. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, il ne faut pas se mettre des barrières mentales en se disant, il n'y a pas de programme qui est fait pour moi, Ouais. je ne vais pas y arriver, ça ne sert à rien. En fait, parfois aussi, les opportunités, ça se crée. Ouais. Et il faut se dire que bah, nous, en intégrant HEC, Mhm. bah, on a réussi à encourager la scolarité, Ouais. à faire, bon, c'était pas un programme à proprement parler, mais en tout cas, pour la première fois, Mhm. à faire un emploi du temps aménagé Aménagé, ouais. et vraiment dédié à notre pratique sportive. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui avait jamais été Été fait fait, ouais. auparavant. Mhm. Donc, on est vraiment les 2 premiers sportifs à avoir eu voilà, un emploi du temps aménagé à HEC. Bon, on l'a aménagé de manière différente, mais vraiment, on a su créer cette opportunité. Ouais. Aussi parce que, bah, merci à Nicolas, il a su trouver les bonnes personnes. On a fait le travail derrière, voilà, de communication, on a présenté notre projet. Et surtout, on avait aussi des choses à proposer, des réalisations à mettre sur la table. Et voilà, donc je pense que vraiment les opportunités peuvent se créer Mhm. et il ne faut pas se mettre des barrières. Bah, merci à Nicolas et à Patrice pour ce témoignage. Et je pense qu'ils incarnent bien les valeurs du média Me Parle Pas d'âge. C'est vraiment que bah, l'ambition, c'est notre boussole et la réussite, c'est notre destination. Et on l'a vu, peu importe leur âge, très vite, ils ont pris des choix forts. Et ils ont dû faire des choix que peut-être certains vont faire à 30 ans, 25 ans.
Donc, quand vous avez un rêve, une ambition, bah, il faut être à la hauteur de cette ambition et ça passe par des choix et un état d'esprit que vous avez bien illustré. Donc, merci à vous. Super, merci à toi. Je voudrais ajouter une dernière chose. Bah, finalement, j'ai aussi beaucoup de respect pour ce que tu fais, toutes tes Merci initiatives, beaucoup. et vraiment à quel point tu es impliqué auprès de la jeunesse Mm. dans tout ce qui est parcours scolaire, ambition, éducation, etc. Et bah, en fait, c'est assez spécial parce que aujourd'hui, cette interview, elle me tient à cœur. Bah, déjà parce que je suis avec vous deux. Finalement, bon, Nicolas, on a évolué ensemble, à travers notre parcours sportif étudiant. Et finalement, toi, Pierre, on s'est rencontrés en 2014. C'est vrai, ça fait Donc 10 ans. c'était il y a vraiment, voilà, c'était il y a 10 ans. Et, Ouais, c'est et d'ailleurs, bah, finalement, je sais pas si tu te rappelles, mais le premier interview que j'ai fait, Ouais, c'était avec toi. c'est c'était vrai. avec toi. Ma première interview, c'était avec Voilà, toi. mais À exactement, Dauphine, ouais, voilà, Dauphine, c'était ouais. à Dauphine. Je me Moi aussi, rappelle, je viens du Val d'Oise, ouais, je me rappelle. je me rappelle, on s'est vu dans un amphithéâtre, Ouais, on je était me seuls rappelle. et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On m'a sorti son téléphone Ah, et de ouf. tout, on a enregistré comme ça. Et vraiment, C'est vrai, c'est finalement, vrai. mutuellement, notre premier entretien, Ouais, c'est c'était vrai. Ouais, ensemble. c'est vrai. Et franchement, bah, le fait qu'on se retrouve aujourd'hui, On a mais surtout évolué. avec Nico aussi, c'est Ouais. c'est Ah, j'avoue, on extraordinaire. était à nos débuts là, HEC. tout Ouais, ça. bah, l'ENS, attends, il est passé par Princeton, UC Berkeley. Mm. Franchement, aujourd'hui, tu fais des choses extraordinaires. Franchement, beaucoup. grand respect à toi. Merci beaucoup. Non, franchement, merci beaucoup pour cette interview. Vraiment, bah, nous, on s'est pas connus en 2014, Ouais. mais ce qui me marque vraiment, c'est que on s'est connus au moment où je suis venu vers toi pour te demander un conseil. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Et en fait, pour vraiment accentuer là-dessus, et ça, c'est quelque chose que je retranscris tout le temps à chaque fois, cette attitude, de pas hésiter aussi à aider les personnes qui, des fois, bah, sont dans le besoin, vont poser des questions, parce que finalement, je t'ai envoyé peut-être un message, je sais pas, dans Ouais, LinkedIn, l'après-midi, ouais, tu m'as répondu en... Vraiment, je me souviens, mais tu m'as répondu super rapidement, et ça m'a marqué. Donc, vraiment, merci beaucoup pour l'invitation encore. Merci à vous. Et nous, À bientôt. ça va être une sacrée conversation. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ouais, c'est passé vite, hein. Merci pour Ouais, de ouf. Non, vraiment, c'était intéressant. J'ai quasiment pas parlé. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on est bavard aussi. Non, mais c'était vraiment intéressant. Ouais. Ah, c'est bon, ils ont chopé. Eh, gérer les pizzas à distance. Ah c'était ouais, chaud. ouais, c'était une galère. Des fois, on te voyait, on disait, wesh, c'est quoi, on continue l'interview là ou tu veux une pause Ah, peut-être j'ai réussi. Ouais, ouais, c'est bon, ils ont chopé les pizzas. Pfiou. Ouais, par contre, tu vas se dépêcher un petit peu parce que voilà, je dois Parfait, au filer. niveau de l'horaire, bah moi je vais rentrer chez moi aussi. Toi, du coup, là, tu vas retourner à l'assaut ou. Ouais, le colombe là. Putain. Ouais. Bah ouais, parce que c'est vrai que. Attends, on avait rendez-vous. Ah, c'était intéressant. Ouais.